Abdelaziz. Alors, bonsoir à tous, bonsoir jeunes entrepreneurs, entrepreneurs, accompagnateurs du monde entier. Là, on est dans une soirée extraordinaire. C'est un webinaire qu'organise l'ANETI avec le WAPES. Alors, suite à la conférence SPE et Entrepreneuriat Challenge pour un développement économique inclusif et durable, co-organisé entre autres entre l'ANETI et l'Association des services publics de l'emploi et de l'emploi WAPES. Voilà. Et là, le webinaire, c'est Parlons entrepreneuriat. C'est une série de webinaires sur la page Facebook de l'ANETI et sur la plateforme WAPES. Donc, vous pouvez tout de suite aller sur la page Facebook, soit de l'ANETI, soit la plateforme WAPES. Donc, le webinaire est intitulé L'entrepreneuriat en Tunisie, challenge et perspective. Et tout de suite, avant de vous présenter Madame Wefem Makhlouf, Seed Tunisia, et Madame Douja Radbi, CEO Red Star Tunisia, je me présente. Alors, Abdelaziz Darrouz, je suis chef d'entreprise, CEO Media Talent Hub. J'ai une entreprise qui développe un petit peu la production de contenu audiovisuel qui traite des sujets comme l'intelligence artificielle, la RSE, etc. Et aujourd'hui, je vais modérer ce webinaire très intéressant avec deux femmes extraordinaires. On va commencer par Madame Douja Radbi, Red Star Tunisia Accelerator. Alors, vous vous présentez, Douja? Bien sûr, merci à Abdelaziz. D'abord, je tiens à remercier les organisateurs, en particulier l'ANETI pour l'invitation. On est justement ravis d'être là parmi vous ce soir pour parler un peu d'entrepreneuriat et de sujets qui nous passionnent tous ensemble autour de cette table. Donc, je suis Douja Ralbi, je suis d'abord entrepreneur. J'ai créé plusieurs entreprises depuis plus de 25 ans et j'ai terminé un peu tout ce parcours par le lancement d'un accélérateur, un incubateur accélérateur qui s'appelle Red Start Tunisie. Je suis aussi, j'ai un parcours de plus de 15 ans en tant qu'expert en entrepreneuriat et en secteur privé je travaille sur plusieurs sujets avec des partenaires techniques et financiers de la Tunisie et ailleurs, notamment dans sur la région MENA. Je travaille beaucoup sur l'entrepreneuriat, l'accélération d'entrepreneurs, l'accompagnement, tout ce qui est en relation avec l'entrepreneuriat d'une manière générale. Et avec Red Start Tunisie, que j'ai lancé depuis bientôt 5 ans, on est en train de travailler particulièrement sur l'accélération d'abord de projets, notamment des startups, mais aussi des PME innovantes. Je souligne bien le mot innovante parce que dès le départ, on a mis l'innovation comme un ADN très fort de Red Start pour dire que, indépendamment du fait qu'on soutient les startups, ce qui est aujourd'hui une mouvance locale mais aussi internationale, mais on appuie également des PME qui souhaitent innover, qui souhaitent monter dans le train de ce qui se passe aujourd'hui en termes d'innovation, de technologie, etc. Nous mettons l'accent en particulier sur les femmes entrepreneurs. Nous sommes généralistes, mais quand même, on travaille beaucoup avec les femmes. On a des programmes spécifiques pour des femmes entrepreneurs et nous travaillons beaucoup aussi sur l'économie verte et circulaire et tout ce qui est économie d'impact, ce que j'appellerais l'économie sociale et solidaire, l'économie verte et circulaire, l'économie bleue, l'économie orange aujourd'hui aussi, qui rejoint un peu cette tendance des nouvelles économies d'impact. Et voilà, on accompagne d'une manière très opérationnelle des entrepreneurs pour généralement, qui sont prêts à se lancer sur le marché pour structurer leur entreprise, travailler sur l'accès au marché et l'accès au financement selon les besoins. Voilà, en gros, Restart Tunisie. Louge, vous êtes extraordinaire. Là, vous touchez à tout. Et là, on attend beaucoup, beaucoup de questions un petit peu de ceux qui nous écoutent, auditeurs et téléspectateurs. Tout à l'heure, on va poser des questions à Douja et Madame Wafé. Elle va se présenter. Donc, vous aurez tout le temps de poser ces questions. Tout de suite, je passe la parole à Madame Wafé Makhlouf. C'est aussi Tunisia. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter c'est quoi si Tunisia?
Merci beaucoup, Abdelaziz. C'est un plaisir de vous retrouver ici sur la plateforme. Et je remercie essentiellement l'ANETI pour cette initiative et l'invitation et tous les organisateurs. Merci pour votre aimabilité et nous avoir donné cette opportunité. Alors, je me présente, je suis avant tout entrepreneur de base. Donc, j'ai lancé ma propre boîte en 2003. Et donc, j'ai vécu la création d'entreprise et j'ai vraiment eu un parcours assez particulier. Et en intégrant le CJD à un certain moment de ma vie, le CJD, c'est le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, qui est une association tunisienne, qui m'a permis de voir quelle est la valeur ajoutée d'une école de formation et tous les parcours d'un jeune entrepreneur, quelles sont les nécessités, quels sont les besoins d'un entrepreneur. Donc, pour moi, c'était très challengeant d'être dans une association très active et ça m'a permis de voir quels sont les challenges et les perspectives d'un entrepreneur. Par la suite, j'ai moi-même lancé cette initiative SEEDS, qui est une ONG tunisienne, donc une association tunisienne à but non lucratif, qui a été lancée en 2014, qui fait partie d'un réseau international, qui est le SEED Global. Et l'ADN de SEED, c'est essentiellement, elle tourne autour trois axes principaux. C'est la formation, l'accompagnement. Quand je dis accompagnement, ça peut être un mix entre le coaching et le mentoring, selon le besoin de chaque entrepreneur. Et et essentiellement le networking qui est un élément très, très important de la vie dans l'entrepreneur. Donc, quand je dis un networking, ça peut aller d'un network avec l'administration, comme ça peut être un network avec les banques, comme aussi des clients et fournisseurs. Donc, tout ce que un entrepreneur peut avoir besoin dans sa vie en tant qu'entrepreneur, on essaye de lui donner. Donc, la mission du site essentiellement, c'est de fournir aux entrepreneurs un savoir-faire et un réseau dont il aura besoin pour justement accélérer peut-être la croissance de ces entreprises. Promouvoir aussi une culture entrepreneuriale dans la société en général. Et on a beaucoup travaillé sur la phase de création ou aussi la phase de développement. On a travaillé avec des femmes entrepreneurs dans la région. On a touché toute la Tunisie, les 24 régions. On a travaillé beaucoup avec les femmes, avec les jeunes. Donc, notre cible est très large depuis 2014. Ça fait presque 10 ans aujourd'hui. C'est notre 10e année. Et on a eu un impact pas mal qui est très intéressant et dont on est fier. On a touché pratiquement une bonne partie d'entrepreneurs en Tunisie. Et comme Dija l'a dit tout à l'heure, nous aussi, on a travaillé sur pas mal de projets dans tout ce qui est économie sociale et solidaire. On a travaillé aussi avec des startups. On les a accompagnés pour labelliser leur startup. Et une certaine peut-être particularité au sein du site, c'est que ces derniers temps, on a aussi accompagné des structures publiques comme les centres d'entrepreneuriat ou les centres d'affaires, aussi les associations locales pour les aider à avoir les outils nécessaires et les compétences nécessaires pour justement accompagner eux-mêmes et faire le suivi eux-mêmes avec leurs entrepreneurs dans les régions. Donc, le CID, ce qu'il a rajouté peut-être par rapport à l'entrepreneuriat, c'est aussi accompagner les associations et les structures publiques dans leur programme. D'ailleurs, il y a pas très longtemps, on a partagé ça sur notre page Facebook. C'est un appel à candidature pour faire participer les associations locales et les structures publiques dans nos programmes, à côté des startups et les PME en général. Merci, j'espère que j'étais un peu claire. Super, ouais, fait extraordinaire. Donc, finalement, un entrepreneur en Tunisie, et il a le choix, mais c'est aussi un choix complémentaire entre Seed et Red Start. Et c'est ça la force un petit peu d'un petit pays comme la Tunisie par rapport à l'entrepreneuriat. On va en parler pendant ce webinaire. Je rappelle que nous avons choisi que ce webinaire soit en français, chers auditeurs ou téléspectateurs,
clairement parce qu'il y a beaucoup probablement de nos auditeurs, nos amis africains, peut-être francophones, qui ne comprennent pas l'arabe. Donc, nous avons choisi de discuter en français pour que tout le monde comprenne. Je pense que la plupart des Tunisiens peuvent comprendre la langue française. Et voilà, c'est un choix et c'est comme ça. Alors, je rappelle encore une fois que ce webinaire, l'entrepreneuriat en Tunisie, challenge et perspective, son objectif, c'est comprendre les enjeux de l'entrepreneuriat en Tunisie et aussi dans des pays similaires, des pays africains, et comprendre un petit peu comment bâtir sur l'entrepreneuriat une nouvelle économie inclusive et performante. Alors, tout de suite, je vais poser la question à Madame Doujarabi, CEO Red Start. Alors, d'après vous, c'est quoi vraiment les principaux défis de l'entrepreneuriat en Tunisie? Merci pour la question, Abdelaziz. Donc, oui, écoutez, la tendance générale, d'abord, moi, je veux témoigner de quelque chose qui est très intéressante, c'est que quand on a commencé dans l'entrepreneuriat et quand on parlait d'entrepreneuriat, il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, quand on va à l'université pour dire qui a une idée de projet, il y a une ou deux personnes qui lèvent la main. Mais là, ces dernières années, quand on va dans un amphi, on me pose la question, je peux vous dire que la moitié de l'amphi plutôt lève la main, ce qui veut dire que la mouvance, tout ce mouvement de travail qu'en train de faire les structures publiques, privées, de la société civile sur l'entrepreneuriat est en train de donner son effet, son impact. Et on voit de plus en plus que les jeunes ont tendance à vouloir entreprendre et comprennent que c'est vraiment l'issue pour trouver pas pour trouver un emploi, mais je veux dire, c'est mieux que d'aller chercher un emploi, il vaut mieux en créer pour soi-même et créer pour d'autres. Et ça, je trouve ça très, très positif. Maintenant, les challenges sont énormes. D'abord, nous, ce qu'on voit dans nos incubateurs, accélérateurs, etc., que les jeunes, quand ils arrivent, d'abord, ils maîtrisent quelque chose. Ils maîtrisent un métier, ils maîtrisent une compétence, des compétences, une ou des compétences, mais ils ne sont pas conscients qu'ils ne peuvent pas maîtriser tous les aspects d'une entreprise. On est tous et toutes passés par là. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à créer l'entreprise, j'étais toute seule et j'ai eu les frais de ça parce qu'à un certain moment, je me suis rendu compte il y avait des aspects de l'entreprise que je ne maîtrise pas. Je suis, par exemple, pas bonne du tout en commercial et ça a touché réellement mes premiers projets. Donc, l'idée aussi, c'est de leur dire, il faut qu'ils comprennent qu'il vaut mieux, par exemple, entreprendre à plusieurs où on a des compétences complémentaires. Ça, c'est un premier challenge. Très souvent, on n'a pas cette culture et les jeunes, quand ils veulent créer des entreprises, j'ai l'impression qu'il le sent comme un bébé. Il a envie de le faire tout seul et il ne veut pas partager cette idée ou ce truc avec d'autres alors que ça devient vital. Ça, c'est un premier challenge. Deuxième challenge, pour résumer, je parle de skills, de compétences pour pouvoir gérer une entreprise. Deuxième challenge, c'est qu'ils veulent pas, ils viennent avec l'idée de dire on a besoin d'argent pour faire le projet, alors que c'est loin d'être le cas tout au début. Il y a tout un travail à faire sur les besoins, enfin l'étude de marché, la vraie connaissance du marché, de la clientèle, de l'utilisateur, du produit, etc., pour qu'on arrive à dire qu'on a besoin d'argent et vraiment étudier pourquoi on a besoin d'argent. Donc, généralement, on a besoin plus de, de- d'un travail de préparation, d'organisation de l'idée, du projet, etc., avant de dire qu'on a besoin d'argent. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des challenges d'accès au financement. Je ne vais pas dire que l'argent coule à flot en Tunisie et ça arrive chez tout le monde et qu'on peut financer tous les projets, mais il y a de l'argent quand même si le projet est bien préparé, si on arrive à convaincre l'entrepreneur et l'équipe est convaincante et arrive à montrer qu'il y a un marché, si le projet est structuré, si le marché est testé, tout ça est possible. Il y a des financements, mais il faudrait se préparer pour ça. Et je trouve que ça, je pense que beaucoup d'entrepreneurs ne le comprennent pas. Il y a des gens qui viennent nous dire qu'ils ont besoin d'argent alors qu'ils sont à l'étape de l'idée. Alors qu'aujourd'hui, on ne peut trouver l'argent que lorsqu'on est vraiment proche du marché ou sur le marché, carrément, qu'on soit clair et qu'on ne dise pas des choses qui ne sont pas réalistes.
Et puis bon, le troisième aspect qui est très très important, justement, j'aurais dû en parler avant le financement, c'est vraiment le marché. Nous sommes sur un pays très petit. Si on commence, si on regarde pas très loin, on vise pas l'international, c'est compliqué. Mais le challenge, c'est qu'il faut commencer sur le marché local aussi. On peut pas tester, commencer à dire on va à l'international avant de tester son produit, sa solution, son projet, etc. sur le marché local. Donc, l'accès au marché est très important. Les gens le négligent. Il faut bien l'étudier, alors que c'est la colonne vertébrale du projet, c'est l'accès au marché. Donc, il y a tout un travail à faire. Il faut des compétences. Pas tout le monde qui est capable de vendre sur le marché. Le marché est très concurrentiel. Notre marché en Tunisie est très difficile, mais il n'empêche qu'il faut quand même commencer par ça. Donc, il y a tous ces challenges-là et je dirais franchement, faites attention. Ce n'est pas externe. La difficulté n'est pas toujours externe, c'est-à-dire financement, marché, etc. Il y a beaucoup de challenges internes là où vraiment il faut que l'entrepreneur et l'équipe soient conscients qu'il y a tout un travail d'organisation et de modélisation et de conception, etc., au niveau du projet avant de dire que je dois aller à l'extérieur pour chercher des clients ou pour chercher des financements. Voilà. Euh, Douja, vous avez un petit peu répondu à une partie de la question et je vais la reposer à Wafé. Vous avez répondu plutôt au défi par rapport aux jeunes entrepreneurs et peut-être on va compléter avec Wafé. Wafé, quels sont les défis de l'entrepreneuriat dans un pays comme la Tunisie par rapport au pays? Et Ouais. probablement, si vous avez un complément par rapport au défi par rapport à l'entrepreneur, allez-y, hein. En fait, d'après notre expérience, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les profils des personnes qui veulent créer des entreprises en Tunisie au fil des temps et au fil des programmes que nous avons eus. Et on a remarqué qu'il y a peut-être deux types d'entrepreneuriat, voilà, deux types d'entrepreneurs. Il y en a qui le font par opportunité, donc ils ont détecté un besoin et ils ont détecté un marché. Et donc, voilà, l'idée, elle est là, elle est ficelée et ils vont se lancer pour créer leur entreprise. Mais malheureusement, il y en a aussi qui, par nécessité, ils sont obligés d'aller vers l'entrepreneuriat et créer leur entreprise parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un travail, parce qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer dans le milieu économique. Donc, une petite idée, voilà, un copier-coller comme ça, il voit qu'un ami à lui, voilà, un cousin à lui a réussi dans un truc et il refait la même chose. Donc, pour moi, aujourd'hui en Tunisie, il y a beaucoup de programmes qui poussent les jeunes à créer et à se lancer et c'est pas toujours une bonne chose. Si on n'a pas vraiment le profil, Pourquoi c'est pas une bonne chose? si on n'a pas le profil d'entrepreneur, et qu'on n'est pas conscient des besoins réels d'un chef d'entreprise ou voilà, d'un entrepreneur, cette personne-là ne peut pas réussir toute seule. Donc, le fait d'intégrer des programmes d'accompagnement et de chercher les bons programmes qui sont dédiés à eux, à leurs besoins réellement, ça peut les aider à bien s'intégrer et à bien réussir dans leur projet. Donc, on ne peut pas se lancer dans un projet sans pour autant bien l'étudier et le connaître et là aussi, c'est un problème, comme tout à l'heure, déjà parlé de l'équipe. La cohérence d'une équipe au sein d'une entreprise qui démarre est très, très importante. Donc, des fois, on a tendance à créer une entreprise et à choisir des personnes qui nous ressemblent. Sauf que dans une entreprise, on a besoin de se compléter. Là aussi, c'est un travail à faire. Et c'est parmi les défis hein, et les challenges pour réussir au sein d'une entreprise, c'est de savoir quels sont nos besoins au sein de l'entreprise et quelles sont les compétences dont on aura besoin pour pouvoir répondre à telle ou telle exigence au sein de l'entreprise. Donc aujourd'hui, si on peut, avoir un peu de l'aide pour réussir au sein d'une entreprise, c'est de prendre le temps de bien étudier et son marché, comme l'a dit Douja, mais aussi
quelles sont les compétences au sein de l'entreprise dont on aura besoin pour pouvoir justement avoir cette capacité d'étudier le marché, cette capacité de tester le produit, de voir quels sont les besoins du consommateur. Tout cela, ça nécessite du temps, ça nécessite des compétences. Et donc, moi, c'est ce qu'on a remarqué ces derniers temps, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui se lancent sans penser à bien étudier chaque chose dans le business model dont ils doivent avoir, que ce soit pour la création ou le développement, parce que c'est deux choses différentes aussi. La création nécessite pas mal d'implications pour l'étude de marché et à trouver les financements nécessaires, mais aussi l'approche auprès de l'administration qui n'est pas du tout facile parce qu'il y a une lourdeur dans les procédures administratives. Il faut avoir la patience d'aller vers l'administration et d'aller collecter l'information. Il y a aussi un manque de culture entrepreneuriale. Et heureusement, aujourd'hui, en Tunisie, on voit qu'il y a pas mal de programmes qui sont très intéressants au sein des universités, qui aident à améliorer cette culture, mais qui restent encore, comment dire, qui reste encore dans le besoin de bien adapter les besoins des futurs créateurs à l'université. Donc voilà, aujourd'hui, toutes ces difficultés qu'on peut rencontrer, moi je pense qu'il faut avoir le temps, il faut trouver le temps de bien étudier chaque besoin à, à temps pour ne pas rester dans l'étude éternellement et ne pas aussi rater des occasions, voilà, des opportunités. Et voilà, je pense que le challenge aujourd'hui, euh, comme l'a dit Douja, il faut voir grand, il faut penser grand pour pouvoir démarrer un projet, même si on le commence petit, mais il faut qu'il y ait une vision qui s'ouvre à l'international et c'est ce qui va permettre à des entrepreneurs peut-être d'être sustainable, hein, de pouvoir continuer et de pouvoir réussir leur projet. Voilà. Chers auditeurs et téléspectateurs, n'oubliez pas d'écrire sur Facebook vos questions. J'ai quelques questions qui m'arrivent là à fur et à mesure. Hasna, Olfa, Latifa, ils posent à peu près la même question, problème avec les finances, finances dans le sens les impôts, les ministères des Finances, donc disons l'administration, problématique avec l'administration. Manque d'infrastructures favorables, bon, infrastructures dans le sens dans l'entrepreneuriat, peut-être en manque d'informations, en manque peut-être de lieux où, mais de plus en plus en Tunisie, je pense qu'on est en train d'investir dans le privé, dans des infrastructures pour favoriser l'entrepreneuriat, comme des incubateurs, des accélérateurs. L'importance, Madame Latif, elle a parlé de l'importance de l'accompagnement. En résumé, le début d'un entrepreneur, c'est difficile. Dans les pays industrialisés, l'information existe en masse et on facilite probablement le premier contact virtuel à travers les plateformes, avoir la première information. Et ma question très rapidement à OFE et Douja, est-ce que cette information au tout début existe? Comment l'avoir? Et comment essayer d'aider ce jeune au tout début, dès qu'il a la question, dès qu'il se pose la question d'être entrepreneur, de l'accompagner et comment ça se passe réellement? Douja. Euh, voilà, ya Abdelaziz, écoutez, très honnêtement, aujourd'hui, pour que je sois sincère, avec Internet et avec tout ce qu'il y a, tout existe sur le net. Mathelioum, l'entrepreneur qui est curieux, il va tout trouver sur le net. Il va chercher de l'information, il va la trouver. Il va trouver des incubateurs, il va trouver des accélérateurs privés, publics. Il y a des associations qui font des programmes, il y a des bailleurs, il y a tout, il y a tout, il y a vraiment tout. Alors là, sur les réseaux sociaux, n'en parlons pas, hein. Sur le net déjà, parce qu'il y a des sites web. Enfin, mais il n'y a pas aujourd'hui une structure qui n'a pas de site web et qui n'a pas l'information sur le site web, mais encore plus sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas une structure qui ne met pas ses activités, ses appels à projets, ses process, ses programmes et tout ça sur Facebook, voilà sur LinkedIn, voilà sur Instagram. Surtout Facebook, c'est Facebook et LinkedIn. Du coup, ça, c'est une première chose. Donc, ce que j'ai envie de dire là, c'est que
l'entrepreneur lui-même doit être curieux. Il doit chercher l'information et il va la trouver certainement parce que tout est là, tout est là. Mais en plus, il y a même les procédures de création d'entreprise. Il y a des guides aujourd'hui qui ont été produits par beaucoup de structures. Il va taper il va taper à toutes les portes. Tout le monde va lui donner toutes les informations. C'est vraiment pas tout compliqué. L'une des compétences clés d'un entrepreneur, c'est justement la curiosité et la recherche d'informations. Hume en parle beaucoup aujourd'hui de manque d'informations. C'est pas parce que ce n'est pas, ça manque pas parce que elle n'existe pas, mais c'est parce que l'entrepreneur n'y va pas vers l'information. On attend souvent que l'information vienne vers eux. Quand je vois ça beaucoup dans les régions. Il y a vraiment un travail. Là, quand on va dans les régions, qu'on va faire des séminaires et tout ça, on a l'impression que les gens ne sont pas au courant de tel ou tel programme, tel financement, telle opportunité, etc. Alors que elle existe complètement, et je suis certaine, sur les réseaux sociaux et sur le site web. Donc, Est-ce que c'est pas aussi un filtre, c'est-à-dire qu'un entrepreneur a besoin d'être curieux, un entrepreneur a besoin de faire un travail, à accomplir un absolument, travail pour avoir l'information. absolument, Ça peut absolument. être aussi ça. Est-ce que je vais poser quand même la question à OFE. Madame Hasna a dit qu'il y a plus d'incubateurs que d'accélérateurs en Tunisie. Est-ce que vous trouvez que en Tunisie, c'est une tare d'avoir plus d'incubateurs ou c'est tout à fait normal parce qu'on a plus de jeunes qui se lancent au tout début et ne savent pas comment créer leur entreprise? Justement, avoir plus d'incubateurs que d'accélérateurs n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, c'est une bonne chose parce qu'on sait très bien que sur les 2 premières années, le taux de mortalité des entreprises, et ça c'est connu, c'est international, donc il y a à peu près 80% sur cette période-là qui risquent de mourir. Donc avoir des incubateurs qui accompagnent sur cette phase, c'est très important. L'accélération, elle vient vraiment quand l'entreprise, elle sait ce qu'elle veut et elle commence à générer d'un chiffre d'affaires qui est important et elle commence à avoir une vision sur 5-10 ans et c'est là où elle a besoin d'un accélérateur. Donc pour moi, au contraire, avoir plusieurs incubateurs et surtout dans les régions, ben, c'est une très très bonne chose. Et avoir un incubateur, ça va te permettre de te poser les bonnes questions et de bien travailler avec des spécialistes et avec des personnes qui sont experts en la matière pour que toi-même, en tant qu'entrepreneur, tu te poses les bonnes questions. Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux demain de mon entreprise? Et ça va te permettre de mettre les défis, les premières pierres de ton entreprise. Donc, au contraire, moi, j'encourage la création d'incubateurs dans les différentes régions et ça peut être que positif. Ce que je veux peut-être rajouter par rapport à cela, c'est qu'il y a pas mal de programmes aussi qui aident à la création, mais qui aident aussi à avoir accès au financement. Ça, c'est un avantage. Peut-être beaucoup de bailleurs de fonds aujourd'hui sont conscients de la difficulté d'avoir un fonds propre. Et donc, cette manière d'intégrer sur le parcours d'accompagnement auprès des entrepreneurs, on rajoute une partie pour aider les entrepreneurs à avoir un fonds propre pour pouvoir démarrer. Donc ça, parce qu'en général, on sait qu'auprès des banques, ça peut être un obstacle, voilà, un handicap parce qu'on n'a pas ce fonds propre ou alors on n'arrive pas à avoir tout le schéma de financement. Donc voilà. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de programmes d'incubation qui aident aussi par un moyen, ça peut être un prêt d'honneur, ça peut être un aide à l'achat de l'équipement. Et bien sûr, il y a des critères d'éligibilité, mais ça permet à pas mal d'entrepreneurs, et entre autres les femmes qui n'ont pas, peut-être, ils ont plus de difficultés à trouver les fonds parce que, tu sais, hein, il y a beaucoup de la culture entrepreneuriale et la mentalité qui n'aide pas beaucoup les femmes à entrer dans ce monde entrepreneurial. Donc, pour nous, c'est très important d'avoir ce push, yani, pour les aider à avoir ce petit fonds. Merci, OFE. Je reviens à la fin de la première partie pour un petit peu
vous posez les deux la même question. Dans un pays, depuis à peu près une cinquantaine d'années, hein, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a beaucoup investi dans l'employabilité et on a essayé un petit peu d'accompagner les gens à trouver de l'emploi. Et probablement, en partie, ça s'est bien passé. Et en général, les gouvernements et les États, ils essayent un petit peu de promouvoir l'investissement pour qu'elle crée de l'emploi et accompagner les gens un petit peu par spécialité, etc. Là, le changement, il est de plus en plus clair que l'entrepreneuriat, elle est au centre de l'emploi. Et pire encore, avec l'intelligence artificielle, ChatGPT, on voit bien que la transformation, elle est tellement radicale et trop rapide. Comment un État ou un gouvernement ou des accompagnateurs publics, comme le cas de l'NIT, quel est leur rôle, quel peut être leur rapport alors qu'ils sont encore c'est-à-dire, est-ce qu'ils ont les moyens, le fait de se restructurer dans le public, c'est encore plus difficile. Comment vous voyez cette transformation de ces organismes et de ces services publics? Abdelaziz, tu as dit tout à l'heure, pire encore avec l'intelligence artificielle. Moi, je dis grâce aujourd'hui à Oui, oui, l'intelligence oui. artificielle, on va pouvoir changer de manière de penser et dire qu'il y a d'autres métiers qui sont en train d'apparaître et peut-être se diriger vers ces nouveaux métiers. Donc, Mais l'employabilité, Wefé, moi c'est une je parle au stratégie. niveau, je m'excuse, je parle au niveau du gouvernement, au niveau de Oui, l'État. oui. Moi, je, moi, je Vas-y, Douja, pense que, vas-y. ouais, moi, je pense que le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, je me rappelle, ils ont fait toute une étude sur les métiers du futur. C'est Exactement. énorme. Alors, ils ont fait un truc, une étude Kabila Bacha qui parle un peu de ça. Je pense que le rôle aujourd'hui de l'État, c'est justement de donner ces informations et de se mettre à jour par rapport à ce qui va venir. Aujourd'hui, on peut pas, on peut plus, franchement, c'est très lié. D'ailleurs, ce n'est pas seulement le ministère de l'Information, mais même le ministère de l'Éducation. Aujourd'hui, il y a un travail de fond qui doit être fait pour adapter justement et les formations professionnelles et l'éducation par rapport aux métiers du futur. Et Aux je besoins pense du que marché. Oui. exactement, le besoin de marché et les métiers du futur. Donc, le fait que déjà, ils ont des études il faut bien qu'il y ait un travail conjoint entre le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi et le ministère de l'éducation pour adapter tout ce qu'on a par rapport à tout ce qui vient. On voit que vous savez, le monde aujourd'hui des startups et de l'innovation, c'est un monde, on a l'impression qu'il est en train de bouger tout seul par rapport au reste. Les gens qui ont fait des formations sur les technologies, sur le développement web, sur les AI, sur tout ce qui est, ils sont en train de bouger d'une manière extraordinaire et de voler de leurs propres ailes. En Tunisie, à l'international, attention, hein, il faut que vous voyez, soyez conscients que même lorsqu'ils sont en Tunisie, ils sont en train de travailler avec l'international et d'être payés. Et vous savez, vous connaissez très bien cette histoire. Donc, il y a tout un travail. Il faut que justement le public, les ministères et l'ANITI et toutes ces structures-là vraiment suivent un peu cette mouvance et essayent de ramener le reste, quoi. Ceux qui font des formations un peu qui ne répondent plus aujourd'hui au marché du travail pour transformer, pour aider à, comment dire, transformer les compétences ou à adapter. C'est ça ce qu'il doit faire. La formation professionnelle aujourd'hui, elle doit réhabiliter les gens pour qu'ils soient prêts pour d'autres travaux, pour d'autres compétences qui répondent aux besoins futurs en termes d'emploi et d'employabilité. D'ailleurs, Exactement. ça me donne un petit peu une idée sur une question par rapport à OFE. Lorsque j'écoute Douja me dire que les enjeux, c'est des enjeux de compétences, je me pose la question, par exemple, par rapport à des organismes publics qui ont peut-être moins de moyens pour une montée de compétences, pour bien sûr entourer et accompagner. On ne peut pas accompagner des entrepreneurs qui aujourd'hui ou des jeunes poussent pour qu'ils vendent très rapidement sur un marché, alors que
vous-même, vous n'êtes pas, vous ne maîtrisez pas les compétences qui font que vous allez être un bon accompagnateur. Comment vous voyez, quels sont les enjeux, comment faire pour trouver des solutions dans ce sens? Justement, tellement, pour être honnête, il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens parce qu'on est conscient et même les bailleurs de fonds, mais c'est un travail entre les bailleurs de fonds et l'État qui se fait et ils sont conscients qu'ils ont besoin de monter en compétences pour justement donner les compétences nécessaires aux structures publiques pour que eux aussi assurent et suivent par la suite les entrepreneurs et les startups qui ont envie de créer. Donc, il y a beaucoup de travail qui se fait dans ce sens. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, nous, en tant que CID, on accompagne aussi des structures publiques. D'ailleurs, on a eu, c'est comme ça que peut-être la connexion et le network de l'ANETI, on a travaillé avec dans les régions, avec les structures de l'ANETI. Ils ont participé avec nous dans plusieurs programmes de formation. Justement, l'objectif, c'était d'avoir un écosystème qui peut travailler main dans la main dans chaque gouvernorat pour qu'il soit complémentaire. Le seul point peut-être qui est un peu qui reste, c'est que ce que tu as soulevé comme problématique, c'est l'indépendance, voilà, peut-être c'est le manque de moyens financiers, c'est l'indépendance financière de ces structures régionales. Et des fois, tu trouves qu'ils ont des problèmes pour pouvoir travailler correctement, voilà, convenablement, voilà, aisément. Donc, le rôle de nous, en tant qu'association, quand on a un programme et on le pense d'une manière très globale et on pense vraiment à l'association locale et aux structures publiques pour les aider à amener en- convenablement leur programme. Donc, c'est un travail de fond et je remercie vraiment l'ANETI pour cette initiative parce qu'ils sont conscients du rôle du privé et de l'association et de la société civile, d'où le fait de peut-être nous intégrer voilà, dans ce genre d'événements parce qu'ils sont conscients qu'ensemble, on pourra peut-être changer les méthodes et la culture entrepreneuriale que ce soit au sein de l'administration, parce que l'administration, il y a pas mal de gens qui sont conscients de la valeur ajoutée de la création d'entreprises et ce qu'ils ont comme rôle pour justement l'employabilité, d'où le fait qu'aujourd'hui, je pense que l'ANETI se focalise sur ça. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire ensemble et je le vois sur le terrain. Une dernière question avant de passer un petit peu la question-réponse de nos téléspectateurs et nos auditeurs. Quelle est la perspective ou les perspectives de l'entrepreneuriat en Tunisie par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, hein? Douja. Écoutez, comme je l'ai dit tout au début, franchement, on a de plus en plus d'entrepreneurs et de bons entrepreneurs. Tout l'écosystème est tellement en effervescence par rapport à tout ce qui se passe que il ne fait que soutenir les entrepreneurs et l'entrepreneuriat. Donc, je pense qu'on a de belles perspectives en vue. La preuve en est, aujourd'hui, on a des entreprises qui Mhm. s'internationalisent, on a des entreprises qui partent. Qui sont en train de faire des exits, des ventes à l'international, d'être vendus à l'international, des startups. On a des projets qui réussissent. Ceci démontre que c'est possible. Donc, on a de belles perspectives en vue, mais justement, moi, et pour capitaliser un peu sur ce qu'a dit Wafé, je pense qu'il y a tout un travail ensemble en tant qu'écosystème, tous les acteurs de l'entrepreneuriat, qu'ils soient du public, du privé, des accélérateurs, des incubateurs, des structures de financement, des ONG, etc., doivent travailler vraiment ensemble pour que qu'il y ait un climat d'entrepreneuriat favorable justement au développement des entreprises, des startups, des PME et tout ça. Et très honnêtement, je reviens beaucoup sur l'innovation. Alors aujourd'hui, si on n'est pas axé sur l'innovation, si on n'est pas axé sur ce qui se passe dans le monde et tous ces changements qui sont en train d'apparaître grâce à la technologie ou à cause de la technologie, ça dépend comment on le voit, et là, on ne pourra pas s'en sortir. Donc, tous, on doit s'aligner sur l'innovation, on doit tous s'aligner sur comment aider justement ces entrepreneurs. Ce n'est pas, on ne sait pas, on ne doit pas avoir l'impression que
Martha, doit être automatique, c'est des services. Nous, ce qu'on est, c'est on est des pourvoyeurs de services au profit de ces jeunes et de ces femmes et de ces entrepreneurs. Donc, la tendance est là, la tendance positive est là, mais il faudrait qu'on renforce la coopération et le travail entre les acteurs de l'écosystème, dans les écosystèmes locaux également, parce qu'il y a du boulot aussi à faire au niveau des régions. Et je pense qu'on doit tous pousser pour que cette dynamique ne s'arrête pas, mais au contraire, elle progresse et qu'elle soit au service de l'entrepreneuriat. S'il y a un mot qui revient souvent en Tunisie dans l'entrepreneuriat, c'est le mot résilience. Et résilience, des fois, un entrepreneur, c'est bien d'être résilient, c'est bien d'avoir une économie résiliente, mais au fait, comment on fait pour que demain soit un demain de soleil entrepreneurial, c'est-à-dire que dépassant la résilience et offrant un marché encore plus important international à nos pousses, à nos jeunes. Comment tu vois, quelles sont les solutions en disant les priorités, les deux, trois priorités que l'État doit prendre en main pour que les choses changent dans le sens positif? Moi, je vais peut-être mettre l'accent sur l'entrepreneur lui-même avant l'État, parce que l'entrepreneur aussi il doit savoir quelles sont les tendances dans le monde. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de travail qui se fait sur tout ce qui est environnement. Donc, il y a beaucoup de perspectives, il y a beaucoup d'opportunités sur tout ce qui est économie d'énergie, la gestion de l'eau. Il y a des projets qui sont vraiment internationaux, qui peuvent aller vers l'international et il faut peut-être se concentrer sur ça et voir quelles sont les opportunités qu'on peut trouver euh, sur le plan global. Pour revenir à l'État, aujourd'hui, moi, je pense que en général, dans un pays comme la Tunisie, euh, il y a pas mal de bailleurs de fonds qui s'adressent à l'État et ils leur demandent quels sont vos besoins sur l'avenir et comment vous voyez les choses. Moi, si j'ai une petite proposition à faire, c'est justement l'État doit peut-être ouvrir un peu le spectre et pendant la conceptualisation de ces projets ou de ces propositions, intégrer le secteur privé, intégrer la société civile pour justement donner un réel besoin, voilà, une réelle vision qui intègre l'écosystème en sa globalité pour pouvoir avoir un projet viable et qui va avoir un impact plus large. Ok, très bien. Alors là, presque on est à la fin de ce webinaire. Déjà, Il y a plusieurs interventions et j'espère que recevoir d'autres interventions. Encore une fois, on vous remercie d'avoir accepté que ce soit la langue française en échange parce il y a beaucoup de nos amis francophones qui nous regardent ou qui nous écoutent. Donc, très rapidement, la plupart reviennent un petit peu à la formation. La formation, c'est clair que la formation est très importante. Les formateurs, est-ce qu'on a une vraie stratégie d'où j'ai fait rapidement en Tunisie dans la formation et la qualité des formateurs? On en a, il y a beaucoup de programmes de formation. Enfin, presque tous les incubateurs accélérateurs font des formations. Maintenant, oui, bon, Dima, je reviens au même point que j'ai dit depuis tout à l'heure, depuis qu'on a commencé. Il faut innover aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de formations qui se répètent, qui sont toujours les mêmes. Mais quand même, il y a des formations qui sont là, qui sont innovantes. On parle de VR, de AI, de BI, beaucoup de choses qui sont là. Je vois qu'il y a une formation qui Des parle. organisations, Madame Douge, est-ce qu'il y a des organisations reconnues qui font des formations aussi à des coûts très bas? Parce que finalement, on peut trouver dans le privé de la formation, mais globalement, est-ce qu'on a des formations de qualité à prix pas élevé? Abdelaziz, ce qu'on essaie de faire, nous, je vais être plus précise peut-être par rapport à Red Start. Ce qu'on essaie de faire, nous, par exemple, en termes de formation, c'est des formations qui sont vraiment dédiées à des programmes bien particuliers qui sont gratuits. Il y a beaucoup de formations qui sont gratuites. Aujourd'hui, et c'est ciblé. On a fait des formations sur l'économie sociale et solidaire dans le Non, non, je cadre ne du... parle pas de gratuité, je parle de qualité de Oui, formation, oui, mais high attends, level, à oui, des mais prix bas. on La fait de la différence est énorme, qualité. hein. La Oui, oui, gratuité, c'est oui. pas bon aussi, hein.
Non, non, des gratuits, ils sont gratuits, c'est pas parce que c'est gratuit, ils sont payés par des partenaires techniques et et financiers dans le cadre de Est-ce qu'ils sont programmes. Donc, labellisés pour qu'on sache est-ce qu'ils sont de qualité? ils sont forcément c'est-à-dire de bonne qualité et on tient à choisir les meilleurs formateurs. On les paye bien pour qu'ils donnent des formations de qualité, mais qui sont payés par ailleurs par nos partenaires techniques et financiers. Et je vois une question à Abdelaziz par rapport à la formation pour obtenir le label d'entreprise. Oui. Là, par exemple, je vous donne un exemple. L'API et l'ANETI, ils ont fait des formations sur l'obtention du label, à part le fait que nous tous, je suis sûre, si nous-mêmes, Oui, etc., oui, on oui. On a eu, on avait un programme pour la labellisation et voilà, on va lancer bientôt un autre programme. exactement. Doucha Wefe, est-ce que vous regardez? Il y a une question là. Alors, y a-t-il des nouveaux Verte et programmes circulaire. d'accompagnement orientés économie circulaire? Absolument. Nous, par exemple, à Red Start, on a eu 4 programmes orientés économie verte et circulaire, dont un qui est en cours aujourd'hui, qui s'appelle Women Go Green, qui est dédié aux femmes entrepreneurs dans les régions en particulier, où on fait tout un parcours de formation, une formation qui est d'ailleurs très intéressante sur la plateforme The Switchers qui a été développée par le programme SwitchMed, qui est certifiante. On fait une formation sur le business model green. Ensuite, on fait de l'accompagnement opérationnel personnalisé pour que le projet se mette en place. Et je ne vous dis pas l'engouement de la campagne de l'économie circulaire et verte et circulaire et l'intérêt de cette économie parce qu'elle apporte beaucoup d'innovation. Quand on C'est parle juste d'économie verte et circulaire, il y a beaucoup de recherches derrière, il y a de l'innovation, il y a des choses qui sont très, très intéressantes. Oui, et on va en avoir d'autres programmes sur l'économie verte et circulaire. Je vous ai dit, j'ai dit au début, on est vraiment axé sur ça, sur tout ce qui est économie d'impact. Et bien sûr, c'est en lien avec les objectifs du développement durable. Moi, j'inviterais peut-être les auditeurs à aller vers la page de CEED, CEED, et ils vont trouver tous les appels à candidature concernant les formations et le programme que nous avons en ce moment. Donc, moi, j'ai dit tout à l'heure, on vient de lancer un nouveau programme InnoSaxid. Ça c'est un programme pour les PME, start-up qui ont des projets sur l'économie circulaire ou autre, hein, parce que à la base, on fait de l'accompagnement personnalisé. Donc, on fait un diagnostic avec chaque participant, chaque bénéficiaire, et on identifie les besoins spécifiques à lui. Si c'est un programme qui nécessite un expert dans telle ou telle particularité ou la spécificité, donc il va avoir la chance de se connecter avec ce coach ou formateur pour pouvoir justement continuer et avoir l'accompagnement adéquat à ses besoins. C'est pas. Alors, il y a, Je vois des questions justement relatives à comment s'inscrire, etc. Je rejoins OFR. Allez sur nos sites web, allez sur nos réseaux sociaux. Alors, on fait rien sans communiquer sur les réseaux sociaux et sur les sites web. Donc, vous trouvez tout sur Facebook, les LinkedIn, Instagram, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, il y a tout, exactement. Oui, Abdel. c'est très important. Est-ce qu'il y a un site ou une plateforme où on rassemble toutes les informations possibles et imaginables sur l'entrepreneuriat en Tunisie? Je pense que le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle sont en train de lancer une plateforme, j'ai oublié le nom, qui a pour ambition d'agréger toutes les informations relatives aux structures d'appui, aux structures d'accompagnement, public, privé, etc., les programmes et tout ça. Je pense que c'est en cours. Nos amis de l'ANITI peut-être peuvent nous confirmer ce que je viens de dire, mais j'ai été invitée par Je crois que c'est une initiative avec le PNUD, si je voilà, me le PNUD exactement à une réunion où ils ont fait un lancement d'une plateforme. À part le fait que il y a des plateformes sur les financements, comme ce qu'ils ont fait la CDC. C'est pour ça que je vous dis, là où il y a de tout. Voilà, trompe. mobeder.com Voilà, répondre. exactement. Merci beaucoup. Et voilà, Esma, je viens de recevoir l'information, Ok, moubeder.tn. Exactement. Alors, on invite nos amis, nos téléspectateurs et auditeurs à aller sur moubeder.tn, M-O-U-B-A-D-E-R.tn, pour recevoir toutes les informations. Je suppose qu'on a rassemblé toutes les informations et on espère que ces informations-là, on a accès
Et on peut avoir accès aux agences et aux ministères très rapidement parce qu'il ne s'agit pas seulement de développer une plateforme, mais aussi de répondre aux citoyens et aux futurs entrepreneurs. C'est Oui, essentiel. Il y a une information, comment il y déjà? a Abdelaziz, Samahni, juste un petit mot. Il y a les espaces entreprendre, il y a vraiment une vraie proximité. L'ANITI Mawjoud dans toutes les régions, sans exception. Je pense que la formation est là. Et puis, c'est eux qui, je pense que c'est Moubedel.tn, ils peuvent diffuser l'information par rapport à ça et donner l'information sur les inscriptions. Est-ce Mais que, est-ce que l'NT a une appli? Il elle a un site web, je pense, qui est très riche. Oui, oui, oui. Ok, y a ok. aussi la Donc, page. allez-y sur la page de l'ANETI pour avoir toutes les informations. Et sinon, vous avez aussi les pages de CO Red Start et site de Tunisia. C'est très important. Une dernière chose avant de vous quitter et puis de quitter nos amis, sinon pas d'autres questions. Il y a quelqu'un qui nous a envoyé. Il faut aussi, c'est ce qu'il dit exactement, il faut aussi changer les lois et améliorer la situation pour les jeunes, surtout freelancers. Il faut changer la loi de change aussi. Ici, il résume un petit peu la situation de conservatisme en Tunisie. La réalité, là, tout à l'heure, on parlait un petit peu de l'environnement Ouais, tunisien. Un freelancer, c'est un entrepreneur. Si on ouais. n'a pas compris qu'un freelance, c'est un entrepreneur, on n'a pas compris grand-chose. Donc, Euh, pour un freelancer, il faut lui changer la loi de change. Il y a une peur bleue d'avoir des problèmes avec notre dinar, mais il faut prendre le risque parce que sinon on n'avancera pas. Et bien sûr, changer les lois par rapport les lois de travail parce qu'un freelancer ne doit pas rester comme ça sans les avantages que peut avoir un simple employé. Voilà, si vous avez un dernier mot, Douja Wafé. Bah, écoute, le dernier mot par rapport, c'est un conseil, peut-être un petit conseil pour les entrepreneurs. OK. Chercher l'information. Là, il y a tout aujourd'hui avec la technologie, avec les réseaux sociaux. Vous pouvez ne rien rater si vous le souhaitez. Et puis, c'est pas l'entrepreneuriat, c'est pas un fleuve tranquille. C'est très passionnant. Il faut tenir bon. Et moi, mon mot que je dis tout le temps, la persévérance et le travail payent toujours. J'allais dire la persévérance, tu l'as dit, d'où d'ailleurs, c'est le mot-clé pour pouvoir réussir. Je pense que si on ne tient pas bon et on n'est pas vraiment à la recherche de l'information et décrocher l'information, hein, même des fois, c'est pas toujours évident, je sais, hein, même avec l'administration, des fois, non, c'est pas, il y a pas, c'est pas clair, voilà. Deux personnes te disent les choses différemment. Donc, moi, je pense aujourd'hui qu'il faut pertinemment tenir bon, poser les bonnes questions, aller vers l'administration, aller vers les structures d'accompagnement pour justement pouvoir être bien accompagné pour le jour où vous allez lancer votre entreprise. Voilà. Vous n'allez pas avoir les difficultés qu'on a vécues, nous, en tant qu'entrepreneurs dans le temps. D'où le fait qu'on est là aujourd'hui pour vous accompagner à créer et à développer vos entreprises. Parce qu'on est conscient de la valeur ajoutée d'un accélérateur ou un incubateur. Voilà. Abdelaziz est là, voilà, il nous a. Aziz, ton micro? Oui, oui, mon micro, il a sauté, je ne sais pas pourquoi. Donc, vous m'écoutez là. Chers auditeurs, téléspectateurs, on vous remercie. N'oubliez pas une chose essentielle dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est un mindset. Donc aujourd'hui, vous avez Internet, c'est ouvert, il y a YouTube, il y a LinkedIn, etc. Allez chercher des gens que vous appréciez, écoutez-les, apprenez tous les jours, Raho, et n'ayez pas peur de l'échec. Allez-y, développez. Avant de vous quitter, je rappelle un petit peu la conférence SPE Entrepreneuriat Challenge pour un développement économique inclusif et durable, co-organisée entre l'ANETI et l'Association des services publics de l'emploi, OAPES. Ça sera à l'hôtel Leico. Leico, c'est le 22, l'événement le 23 février. Le 23 février, 22 et soyez 23. nombreux. ومرحبا comme l'école, on finit par au Tunisien, مرحبا comme l'école à ce grand événement et Inch'Allah le 23 février. À très bientôt. Bye bye. Bye bye Douja. Wafé, ciao. Ah oui.